Diaspora FM, le journal. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour les infos de la soirée sur la 102.3. Voici les titres. La communauté internationale célèbre demain la journée de l'alphabétisation. Le ministre des Enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle, à cette occasion, insiste sur la réduction de la fracture du numérique. Du 1er janvier au 1er septembre, 26 cas de viol sur mineurs âgés de 4 à 15 ans ont été enregistrés à Bouin-Calavi. Seul le mois d'août a connu 5 cas. La réaction du maire de la ville à suivre dans ce journal. Et puis en Guinée, le chef des Poutis a promis installer un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique dont la durée n'a pas été précisée. Les militaires ont commencé à remplacer les autorités civiles et un couvre-feu est décrété de 22h à 5h du matin. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de votre fidélité au service de l'information de la 102.3. Gérard Ronsa à la mise en onde. Corneille Haïssé. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Deuil au sein de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin CSA. Dieudonné Lokosso, ancien secrétaire général de la Confédération, est passé de vie à trépas ce mardi 7 septembre 2021. Dieudonné Lokosso était un agent retraité de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers SONACOP. Le Bénin compte 135 décès liés à la COVID-19. Face à la recrudescence des cas, l'heure était à la sensibilisation sur le respect des gestes barrières et l'importance de la vaccination pour lutter efficacement contre ce mal qui décime le monde entier. C'est d'ailleurs ce à quoi se sont attelés les journalistes François-Xavier Noumon et Alphonse Moïse Soudé au micro Diaspora FM. On les écoute. Cette pandémie ne fait pas de distinction particulière. Ça vient donner du gré à moudre, ça vient appuyer quelque peu les alertes, les messages, l'insistance des pouvoirs publics, du gouvernement pour que la population se réveille, et surtout pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et aller se faire vacciner, parce qu'au moins la vaccination nous donne une certaine immunité, nous permet et nous évite les formes de cas graves, nous évite tout simplement de tomber sous assistance respiratoire, parce qu'une fois que vous êtes sous assistance respiratoire, c'est très difficile à rattraper. Et on peut dire aujourd'hui que les structures sanitaires, même le centre de référence à l'ADA, est quelque peu débordé. Le directeur de ce centre en a parlé il y a quelques semaines de cela. Les agents de santé sont soumis à des rythmes intenses. Donc, je crois que ce mal-là, moi, j'ai dit aux gens, moi j'ai été contaminé par la COVID-19, j'ai été traité, je dis, ceux qui pensent que ce mal-là n'existe pas, je leur dis aujourd'hui à visage découvert que la COVID-19 existe. Parce que je l'ai chopé, comme on dit, j'ai été traité depuis le mois d'avril. Il faudrait que nous, Béninois, nous puissions prendre conscience. Je dis, le gouvernement fera ce qu'il fera, mais nous-mêmes, citoyens, le minimum qu'on demande, c'est le respect des gestes barrières. Le respect des gestes barrières. Mais il n'y a que, dans ce pays, vous allez voir encore des gens à 3, à 4 sur une moto, sans cache-nez. Il n'y a que des gens qui continuent de s'enlacer. Il n'y a que des gens qui continuent de se serrer la main. Mais je dis, ce qui fait aujourd'hui polémique, c'est la vaccination. Et je voudrais nous dire, au-delà de la vaccination, nous devons encore respecter les gestes barrières. Parce que être vacciné ne nous épargne pas de la maladie. Être vacciné nous épargne de la forme grave. Donc, je demanderai à tous mes compatriotes, ceux qui ont la possibilité d'aller se faire vacciner, de le faire. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a une kyrielle d'informations qui ne nous rassure pas. Et j'ai dit, bon, maintenant, si l'État ne nous rassure pas, il nous revient chacun de prendre nos responsabilités, parce que quand nous mourrons, c'est une perte pour notre famille. Peut-être la République nous rendra des hommages, mais c'est une perte pour notre famille. Donc je demanderai tous les Béninois, quel que soit le milieu où se trouve, de commencer par respecter les gestes barrières. Au-delà de la vaccination, nous devons respecter les gestes barrières et nous devons éviter d'aller dans les grands groupes. Moi, je dis, si quelqu'un
quelqu'un se fâche après moi parce qu'il m'a invité à son anniversaire, je ne suis pas venu, tant pis pour lui. Si quelqu'un se fâche après moi parce qu'il a enterré un parent, je ne suis pas allé, tant pis pour lui, parce qu'on a dit au-delà de 50 personnes, il ne faut pas y aller. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, nous serons les seuls en face. Parce que quand vous allez même à l'ADA, l'État mettra à disposition les moyens qu'il faut. Mais si vous n'êtes pas sauvé, c'est que, bon, vous êtes parti. Donc, la meilleure chose à faire, le mal existe. Le mal est en train de sévir. Protégeons-nous et protégeons nos proches. Les journalistes François-Xavier Noumon et Alphonse Moïse Soudé qui ont sensibilisé par rapport donc au respect des gestes barrières et toujours face à la recrudescence des cas de Covid-19 dans le monde, l'ancien président béninois Boni Yayi opte pour une vaccination ou une obligation vaccinale planétaire. Dans un message posté sur sa page Facebook ce mardi 7 septembre 2021, il a invité l'Organisation mondiale de la santé à prendre une décision. Dans ce sens, Boni Yayi souhaite que la vaccination anti-Covid soit rendue obligatoire dans tous les pays. La progression rapide du virus mérite que des décisions fortes soient prises. En dehors des gestes barrières, l'ancien président du Bénin pense qu'il faut aller à une obligation vaccinale planétaire. L'alphabétisation est un facteur d'unité de droits humains. À la veille de la célébration de la 56e journée internationale de l'alphabétisation, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle insiste sur la réduction de la fracture du numérique. Voici un extrait de son message. Il est au micro Diaspora FM de Arnaud Moriagua. Cette journée sera une occasion d'examiner les façons dont l'alphabétisation peut contribuer à bâtir un fondement solide pour l'épanouissement de l'homme en mettant en avant des interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les jeunes et les adultes non alphabétisés. Elle va également explorer les facteurs qui permettent de concevoir une alphabétisation fondée sur la technologie est utile afin de ne laisser personne de côté. Aussi, cette journée constituera-t-elle l'occasion de réinventer l'avenir de l'enseignement et des apprentissages dans le domaine de l'alphabétisation, tout en tenant compte du contexte de la pandémie de coronavirus. Pour cela, il sera question de réfléchir et de discuter de la conception des pédagogies liées aux enseignements-apprentissages. Un accent sera également mis sur l'analyse du rôle des éducateurs, des systèmes de gouvernance ainsi que des mesures efficaces susceptibles de soutenir l'apprentissage tout en visant l'atteinte des objectifs de l'ODD 4 qui mentionne l'alphabétisation fait partie intégrante de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie, fondée sur l'humanisme. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le gouvernement accorde une attention particulière à l'atténuation de l'impact de la crise de Covid-19 sur l'alphabétisation en encourageant le développement des pédagogies et des méthodes adaptées à la crise actuelle. La mise en place de la plateforme de la bibliothèque numérique en langue nationale, le référentiel de l'alphabétisation à la formation professionnelle en lien avec le numérique, la réalisation des modules performants de formation multimédia, la traduction en langue nationale des modules de formation en électricité en sont des illustrations. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les acteurs à tous les niveaux qui ne cessent de consentir des efforts et sacrifices pour alphabétiser nos compatriotes à travers les langues nationales. Cette édition se poursuit. La rentrée scolaire démarre le 20 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. À un peu plus d'une semaine de la rentrée, le gouvernement a fixé les grandes dates de l'année scolaire à venir via un arrêté interministériel. Quelles sont les dispositions à prendre afin d'assurer une bonne rentrée aux apprenants? Irénée Maoni-Poto, consultant formateur spécialiste des questions d'éducation, a donné son avis sur la question dans la rubrique Convainc-moi sur l'émission Matinidène de ce mardi. Suivons un extrait de ses propos. L'organisation qu'il faut, c'est qu'il faut déjà à la maison commencer par préparer le mental de l'enfant sur l'enjeu. Pour avoir laissé les bancs, laissé les classes depuis près de 2 mois, beaucoup ont déjà oublié les réflexes. Donc c'est aux parents de leur rappeler les différentes réflexions, les différentes orientations qu'il faut pour que le jour de la rentrée, l'enfant puisse bien s'immerger, avoir une bonne immersion dans le système scolaire. Ces préparatifs, c'est quoi? C'est déjà les fournitures scolaires. Un enfant qui a 2 semaines de la rentrée n'a pas encore un bic,
n'a pas encore un sac, n'a pas encore un cahier, mais il va se faire des soucis sur ce qui veut se passer. Donc, les parents doivent déjà commencer par prêter les fournitures scolaires de leurs enfants. Après cela, il y a l'inscription dans les établissements. Il y a d'autres qui veulent changer d'établissement, il y a d'autres qui sont passés en classe supérieure. Donc, l'inscription est très capitale pour que l'enfant ait déjà son billet d'entrée, comme on le dit. Ce n'est pas le jour de rentrée qu'il faut commencer par courir de gauche à droite pour commencer par mobiliser, je ne sais pas, de l'argent ou bien pour aller négocier avec l'établissement où l'enfant est dehors en train d'attendre que le parent puisse finir d'abord les négociations avant de rentrer en classe. Ce n'est pas bon. On parle maintenant de la triste réalité dans la commune d'Arbo, mais qu'à la ville, la recrudescence des cas de viol sur mineurs dans cette commune du sud Bénin. De janvier à septembre, 26 cas de viol sur mineurs âgés de 4 à 15 ans ont été enregistrés. Le maire de la ville réagit dans cet entretien accordé à Diaspora FM, entretien dirigé par Alexis Setti. Nous avons fait une réunion avec le ministre, le préfet, le procureur, avec les sages d'explorer par rapport à ça. La dernière fois, où des recommandations fortes ont été données. On a fait le constat et c'est pour ça que cette réunion a été faite, pour voir comment maintenant lutter comme ça. C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a organisé la réunion, d'accord, et impliquer désormais maintenant les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers. Ceux qui font ça là sont dans des maisons, non? Ils sont dans des familles, et c'est surtout au niveau des familles que ça se passe. Et au lieu que les familles laissent la justice aller au bout pour décourager définitivement ça, ce sont les mêmes membres de famille qui disent non, on va gérer ça entre nous à la maison parce que c'est le courant du temps, c'est ça. Et c'est des faits qui encouragent la chose en fait. C'est pour ça que les collectivités ont été invitées à la réunion, on leur a expliqué le fait et on leur a dit désormais comment ils vont réagir par rapport à ces cas de viol sur mineurs. Donc c'est un acte à décourager sur le territoire de Calabi. Une affaire qui concerne tout le monde. Et j'invite la population à être vigilant et à la dénonciation. On ne doit pas laisser les gens commettre d'abord l'acte. Il faut sensibiliser, il faut anticiper. Donc la population est appelée à la vigilance, à fournir régulièrement les informations aux autorités que nous sommes. Saisir la police, la mairie, le procureur, toutes les voies possibles pour décourager ce vilain comportement qu'on note aujourd'hui dans nos communes. Nous avons l'information au plan continental, l'interruption volontaire de grossesse IVG est régie par le droit positif béninois. Mais force est de constater que le nombre de citoyens n'ont pas connaissance de ces tests. C'est ce qui explique la persistance des avortements clandestins. La loi qui régit la pratique pose 3 conditions. Le juriste Fréjus Atingolo nous apporte des précisions sur le cadre juridique de l'IVG. Il est au micro Diaspora FM de Clémence Tounoukouen. Le mot avortement n'existe pas en droit béninois. Le législateur a préféré l'expression interruption volontaire de grossesse. Parce que lorsqu'on prend le mot avortement au sens littéraire, ça peut être interruption volontaire ou non volontaire. Et lorsqu'on parle d'interruption non volontaire de grossesse, on va parler des fausses couches. Alors que le droit béninois ne régit pas les cas de fausses couches. Alors, lorsqu'on parle d'interruption volontaire de grossesse, le législateur a précisé interruption volontaire de grossesse sans habilitation et qualification médicale. Et lorsqu'on entend l'expression de cette manière, on peut également dire, oui, il peut y avoir interruption de grossesse avec qualification et habilitation médicale. Et le législateur a encadré ce fléau-là en donnant 3 conditions. La première condition qui est un risque lorsque la grossesse comporte un risque pour la santé de la femme enceinte. La deuxième condition, lorsque nous sommes dans des cas de viol ou les cas de grossesse issus d'une relation incestueuse ou lorsque l'enfant, le fœtus, a une malformation. Et lorsqu'on prend le pan qualification médicale, il ne s'agit pas, lorsqu'on se retrouve devant l'une de ces conditions, d'appeler son frère, un médecin, un ancien médecin, de dire voilà, le législateur a prévu que lorsque le fœtus a une malformation, il faut avorter. Donc viens m'aider, nous allons avorter. Il faut un médecin qualifié, médecin certifié. Et l'article 519 du Code pénal a été clair. L'alinéa 2 précise que lorsque l'interruption de grossesse se passe dans des lieux inappropriés ou des conditions qui ne sont pas autorisées par le ministère de la Santé, alors la peine prévue, la sanction sera au double. Et lorsqu'on parle de sanction en cas d'interruption volontaire de grossesse, hormis ces 3 conditions-là que
j'ai énumérés, le législateur a prévu que celui qui sera reconnu coupable de ces faits sera puni d'une peine d'emprisonnement allant de 5 ans à 20 ans et d'une amende allant de 500 000 à 2 millions. Et lorsque ça se passe dans des conditions pas normales, des conditions qui ne sont pas autorisées du tout, des personnes qui ne sont pas qualifiées à le faire, qui le font, la peine sera au double. Les nouvelles africaines et internationales. En Guinée, au lendemain du coup d'État, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a tenu une réunion d'urgence hier après-midi. Il n'a diffusé aucun communiqué. À l'issue, personne au sein de l'organisation ne souhaite communiquer. De son côté, la CEDEAO a prévu de se réunir lors d'un sommet virtuel extraordinaire demain, mis sur pied par Nana Akufo-Addo, le président en exercice de l'organisation sous-régionale. La question du maintien de la Guinée au sein des institutions de la CEDEAO sera au cœur des discussions. Initialement prévu le 27 octobre, c'est finalement le 1er novembre qu'auront lieu les élections locales en Afrique du Sud. Ce changement de calendrier annoncé lundi par la Commission électorale sud-africaine prolonge la période de dépôt des candidatures dont la clôture devait intervenir le 23 août. L'Afrique du Sud élira les conseillers de plus de 250 municipalités lors de ces élections locales. La police ougandaise interrogeait mardi 2 éminents parlementaires de l'opposition accusés d'orchestrer une vague de meurtres à la machette qui a fait des dizaines de morts dans le sud du pays. Le président du Conseil national ougandais pour les personnes âgées, Charles Isabiye, a qualifié cette vague de meurtres de choc pour la nation. Que quelqu'un tue des personnes âgées qui vivent tranquillement dans leur maison est inconcevable, a-t-il déclaré. Et puis la Cour de cassation française a cassé mardi une décision de justice invalidant la mise en examen du cimentier Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité dans le cadre de ses activités en Syrie en 2013 et 2014. Le groupe a également suspecté d'avoir vendu du ciment à l'usine de l'EI et d'avoir payé des intermédiaires pour s'approvisionner en matière première auprès des factions djihadistes. Dans son arrêt, la Cour de cassation casse cette décision en faisant valoir qu'on peut être complice de crimes contre l'humanité, même si l'on n'a pas l'intention de s'associer à la commission de ces crimes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Gérard Ronsa, chef d'édition d'Oka Sarangan, présentation Corneille Aïssé. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de la 102.3. Merci et à demain.